Bonjour à tous et Bonjour à tous. bienvenue dans ce nouveau webinaire Kiwi Backup. On va attendre encore un petit peu, mais on va en profiter pour faire un petit test de son. Donc, si vous nous entendez bien, le traditionnel test. Voilà, Et on pareil attend pour moi, si vous m'entendez bien. les 2-3 retardataires encore, et puis on va commencer. Apparemment, on nous entend. Parfait. Bon, ben on va commencer, parce que il est l'heure et on a déjà pas mal de gens qui sont là. Aujourd'hui, le sujet, c'est la sauvegarde de NAS. On a l'habitude de faire des sujets un peu cyber. Aujourd'hui, on se concentre un peu plus sur la sauvegarde. Et donc, on a comme invité Morgane Werner, qui est notre responsable support, que ceux qui travaillent avec nous connaissent Bonjour. déjà. Et pour les autres, vous aurez l'occasion de le découvrir. Et donc, on va découper ce webinaire en deux parties. Une première un petit peu théorique, entre guillemets, où je vais un peu raconter les avantages, inconvénients et comment on fait de la sauvegarde sur des NAS ou avec des NAS. Et Morgan va vous faire une petite démonstration de comment ça se déroule avec Kiwi Backup. Donc c'est un webinaire un peu démo pour changer un petit peu. Donc je rappelle que ce webinaire est enregistré, que la vidéo sera rediffusée. Donc si jamais ce qu'on dit vous intéresse ou peut intéresser d'autres gens, n'hésitez pas à regarder le replay ou à le faire suivre à d'autres partenaires. Et sinon, on reste évidemment disponible pour les questions, etc. Pour les questions, vous pouvez les poser dans le chat au fur et à mesure de la présentation. Et puis, j'essaye de regarder de temps en temps s'il y a des questions. J'y réponds au fil du déroulé. Sinon, on les reprend à la fin et puis on fait une petite séance de questions-réponses à la fin de la présentation. Donc, maintenant qu'on a fait cette partie présentation, donc je vais présenter les interventions. Donc, moi, je suis le gérant et directeur technique de Kiwi Backup et Morgane. Et je suis l'administrateur système et le responsable du support technique. Voilà, et tout ce qui est exploitation, directeur d'exploitation. C'est ton nouveau titre. Il s'y fait pas encore, mais ça va venir. Donc au sommaire, on va voir déjà pourquoi il faut externaliser ces données, un petit rappel de théorie sur la sauvegarde, comment sauvegarder les NAS avec différentes méthodes assez classiques jusqu'à des choses plus modernes, et ensuite voir comment ça se passe avec Kiwi Backup, et ensuite il y aura la partie démo de Morgane, et puis une petite séance de questions-réponses. Donc d'abord, pourquoi est-ce qu'il faut externaliser ces données avant ça, je vais présenter un peu la différentes manières d'utiliser un NAS. Nous, on voit parmi nos clients, il y a deux grandes écoles sur l'utilisation d'un NAS dans les petites entreprises, dans les PME. Le premier, c'est pour travailler en collaboratif. Donc, on a un accès au NAS, on partage les fichiers de l'ensemble de l'équipe avec ou sans segmentation par service, etc., gestion des droits, avec ou sans, c'est mieux avec, évidemment. Mais disons que le NAS est la source unique de données et c'est sur le NAS qu'on va stocker ces fichiers. Donc ça, c'est un outil de travail collaboratif, ça marche très très bien. Ça peut être fait avec un NAS, ça peut être fait avec des serveurs Windows, avec des partages de fichiers, etc. Mais le principe reste à peu près le même. On a un endroit où on stocke l'ensemble des fichiers de l'entreprise et, euh, et ça peut être fait via un NAS. Alors aujourd'hui, on va parler essentiellement des NAS Synology et QNAP. C'est les deux grands leaders du marché en France en tout cas. Il y en a évidemment d'autres, mais ce que je vais dire est valable un petit peu pour les autres NAS.
Une deuxième utilisation qu'on voit aussi assez fréquemment, c'est qu'on utilise le NAS pour faire de la sauvegarde. Donc, dans ce cadre-là, en fait, on va recopier les fichiers sources sur le NAS en secours. Donc, le NAS n'est plus la source de vérité unique, mais est une copie de secours des données, avec un certain nombre de problématiques qu'on va voir, mais l'idée générale, c'est que voilà, on n'a pas les données sources sur le NAS, mais le NAS est la copie de sauvegarde. Donc c'est pour ça que souvent, quand on parle de sauvegarde NAS, c'est un peu un mélange des deux. On ne sait pas trop exactement de quoi on parle. Donc c'était bien quand même de différencier ces deux usages. Sauvegarde NAS, ça peut être sauvegarder le NAS où il y a des fichiers de travail, ou sauvegarder sur un NAS. Et c'est pas tout à fait la même chose. Donc, on va parler d'utiliser le NAS comme sauvegarde. Donc, quelles sont les limites de l'utilisation d'un NAS en sauvegarde? C'est que souvent le NAS il est connecté sur les machines qui sont à sauvegarder. Par définition, les machines qu'on va sauvegarder vont se connecter sur le NAS pour copier les données. Donc, un virus qui arrive sur votre système d'information, pour peu qu'il n'y ait pas eu de précaution particulière de prise, qui est assez rarement le cas quand même, le virus il va chiffrer tous les disques qui sont accessibles. Donc votre disque S comme sauvegarde va être chiffré avec le reste des données, et du coup votre sauvegarde elle est chiffrée, elle est cryptoloquée comme l'ensemble de vos données, donc ça fait pas son office de sauvegarde. Ensuite, souvent quand on copie les fichiers sur le NAS, on va copier les fichiers du jour, votre compta, votre base de données, vous la recopiez sur le NAS dans le dossier sauvegarde, et chaque jour, quand on copie le fichier, on écrase le fichier précédent. Et donc, généralement, on n'a qu'une seule copie des fichiers. On peut aussi avoir de temps en temps des gens qui horodatent les fichiers, créent un dossier pour chaque jour et vont copier les données dedans. L'inconvénient de ça, c'est que ça va prendre beaucoup de place. Vous avez un dump d'une base de données qui fait 1 giga. Si vous voulez conserver 90 versions, ça fait 90 gigas. Donc on atteint vite les limites de ce genre d'outils. Ensuite, il y a tous les risques physiques. Risques physiques, j'entends coupure de courant, orage, incendie, vol, etc., etc. Et votre NAS, souvent, il est dans l'entreprise, il est à côté du serveur, et donc en général, il est détruit par le feu comme n'importe quel PC. Et donc les données, étant donné qu'elles ne sont pas externalisées, elles sont détruites avec. Donc après les NAS souvent ont des systèmes aussi de RAID pour se garantir contre un certain nombre de risques, mais ça couvre pas les risques physiques. Et de manière générale, un NAS, voilà, ça a un coût assez important, ça consomme de l'électricité, il faut changer des disques, il faut les maintenir, il faut les surveiller, il faut mettre en place la sauvegarde. Ça veut dire beaucoup de scripts manuels, ça veut dire un outil qui va devoir gérer tout ça. Donc c'est pas forcément idéal. Ça peut se faire, ça marche, on en connaît quelques-uns qui font ça bien, mais c'est pas si simple que ça de faire ça bien. Alors, pourquoi il ne faut surtout pas externaliser ces données? Ça, c'est une liste de préjugés qu'on entend parfois. On nous dit oui, mais en fait, l'externalisation, c'est pas possible parce que je vais saturer ma bande passante, parce que j'ai une fibre, mais ça va m'empêcher de travailler, parce que dès qu'il y a des gros fichiers, c'est plus possible. Et puis avec mon NAS, c'est largement suffisamment sécurisé. Donc ça, on en a déjà un petit peu parlé. Mais sur les autres sujets, en fait, en réalité, ces préjugés sont assez souvent faux. La sauvegarde, la bande passante, aujourd'hui, c'est plus vraiment un sujet. Alors je sais qu'il y en a encore qui ont de l'ADSL au fond de la campagne, mais c'est de moins en moins vrai. Aujourd'hui, on a souvent une meilleure connexion à la campagne qu'en ville. Je peux en témoigner. Mais voilà, avec une bande passante aujourd'hui d'1 gigabit, on transfère 1 Tera de données en 2 heures. Donc si vous générez 1 Tera de fichiers par jour, ce qui est déjà énorme, ça se sauvegarde très facilement la nuit en externe.
Il n'y a aucun problème. Et ça, quand je dis ça, c'est sans aucune optimisation. Je recopie un téra de données en 2 heures. Ensuite, la gestion des gros fichiers. Aujourd'hui, des solutions de backup modernes savent gérer ça, faire la déduplication sur les gros fichiers, etc. On y reviendra un peu après. Et puis, les NAS, c'est pas infaillible. Ça peut tomber en panne, ça peut être volé, ça m'est déjà arrivé, volé, brûlé, etc. Et donc, c'est loin d'être suffisamment sécurisé. L'externalisation, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour faire de la sauvegarde indépendante de votre système d'information. Donc, il y a différentes méthodes pour sauvegarder un NAS. Avant ça, je vais rappeler quelques critères que moi, j'aime bien mettre en place pour dire qu'est-ce un bon backup. C'est quoi une sauvegarde efficace? C'est quoi une bonne sauvegarde? Donc, un des premiers critères, c'est l'historique. Combien de temps je garde mes sauvegardes? Est-ce que je peux revenir à 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, 2 mois, 6 mois, etc., etc. Et donc, une bonne sauvegarde, c'est une sauvegarde qui a un historique assez long, parce que quand on regarde un petit peu les différentes attaques, cryptovirus et autres, on se rend compte que le temps de découverte du chiffrement ou de la perte de données peut se chiffrer en semaines. Donc, si vous avez que 2 jours ou 3 jours d'historique, en fait, vous avez déjà écrasé vos sauvegardes qui auraient été intéressantes parce que vous les remontez à 3 semaines. Donc, un historique long, voilà, je considère qu'en dessous d'1 mois d'historique, c'est pas suffisant. Chez Kiwi, on a 90 jours par défaut et 365 en option. Et donc, voilà, là, on commence à parler de sauvegarde. Le deuxième critère qui est extrêmement important, c'est que on doit pas pouvoir altérer une sauvegarde. Donc ça, c'est un critère assez fort dans le sens où si vous pouvez, vous, en tant qu'administrateur du réseau, aller modifier le contenu d'une sauvegarde, on peut partir du principe qu'un attaquant ou qu'un pirate qui est sur votre réseau peut faire la même chose. Et donc ça, c'est pas très facile à remplir comme critère. Et l'externalisation avec des systèmes avec rupture de protocole, etc., permettent de faire ça. Mais aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les NAS, vous copiez des fichiers sur un NAS, rien n'empêche l'attaquant d'aller sur le NAS et de détruire les fichiers qui ont été sauvegardés. La plupart des cryptovirus aujourd'hui détectent les systèmes de sauvegarde et les désactivent en attendant la fin de l'historique et ensuite ils vont chiffrer les données. Donc ils font attention à bien détruire les sauvegardes en même temps que les données sources. Et quasiment aujourd'hui, tous les cryptolockers font ça. Donc, en tout cas, ils détruisent au minimum les sauvegardes locales et s'ils peuvent, les sauvegardes distantes. Donc ça, c'est vraiment un critère important. L'externalisation, ça, c'est pour tous les risques physiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Un dernier point, c'est la complétude. C'est est-ce que vous sauvegardez bien tout ce qu'il vous faut pour redémarrer à partir de zéro? Et ça, c'est un élément important, parce qu'on a eu souvent, Morgane notamment, des appels de clients qui disent « Ah, je voudrais restaurer ce fichier-là », et puis en fait, le fichier en question n'est pas dans la sauvegarde. Et c'est gênant, parce que évidemment, c'est le fichier qui était important. Et donc, on pense pas toujours à tout. Quand on configure une sauvegarde, on se dit « Tiens, je vais prendre les dumps de base de données, etc. » Mais on oublie que la base de données, elle a une configuration, que cette configuration, parfois, si c'est pas la bonne, on peut pas recharger les données, etc., etc. Donc, comment on vérifie cette complétude? On fait des tests. On fait des tests de restauration. On vérifie qu'à partir de zéro, je suis capable de remonter de mon système. Ça permet de le faire déjà à blanc, sans le stress d'avoir tous les salariés sur le dos qui vous disent quand c'est que ça revient, quand c'est que ça revient. Et de le faire tranquillement et de se rendre compte qu'il manque des choses et de les rajouter dans la sauvegarde. C'est mieux de se rendre compte qu'il manque des choses quand on fait un test que quand c'est la réalité. Et le dernier point, c'est l'effectivité. On a vu tellement de systèmes de sauvegarde qui sont très très beaux sur le papier mais qui fonctionnent pas et qu'on voit pas. C'est-à-dire que souvent, c'est en place, mais personne ne se rend compte que ça marche pas depuis un certain nombre de semaines, de mois.
Et donc ça, c'est vraiment important de vérifier que vos sauvegardes fonctionnent. C'est pour ça que notamment chez Kiwi, on a des tableaux de bord, on insiste beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment important. Donc, si vous faites des tests de restauration, vous le verrez, mais on peut aussi s'assurer que tous les jours, il y ait bien un rapport de sauvegarde OK. Voilà, maintenant, comment est-ce qu'on peut sauvegarder un NAS? Alors, on va revenir un petit peu sur les méthodes assez classiques, périphérique externe. Alors, par exemple, voilà, il y a encore des gens qui font des sauvegardes sur clé USB, mais ça devient quand même un peu plus rare. Ça peut être un disque dur externe que je ramène à la maison, etc. Ça peut être un deuxième NAS. Ça, on voit aussi assez souvent. J'ai un NAS à la maison, j'ai un NAS au bureau, et puis je copie les données de l'un sur l'autre. Voilà, c'est une des solutions qu'on peut voir parfois avec les mêmes défauts sauf l'externalisation. Pour le reste, c'est à peu près pareil. Ça peut être un serveur FTP sur lequel je vais aller externaliser mes données. J'achète un stockage chez un hébergeur et puis je vais copier tous les jours mes données. Ça, c'est une des solutions. Ou un service de sauvegarde externalisé comme Kiwi, qui est une dernière solution et celle que je recommande évidemment. Si on compare ces différentes méthodes, alors clé USB, disque externe, etc., par rapport aux critères généraux qu'on a définis tout à l'heure, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de méthodes qui cumulent quand même beaucoup de rouge. Voilà, les sauvegardes sur disque, c'est un peu compliqué en termes d'historique, en nombre d'itérations, ça devient pas très automatisable. Il faut débrancher le disque, le rebrancher, pas oublier de le faire. Enfin, c'est tout ce qui est action manuelle. De toute façon, c'est d'une fiabilité assez faible. Et donc, voilà, la copie sur un autre NAS, les NAS se font attaquer comme les autres systèmes. Et si vous recopiez d'un NAS à l'autre, forcément, il y a la possibilité d'aller copier les données, effacer les données. L'externalisation, les disques branchés, faut penser à le prendre, faut penser à le ramener. Ça marche pas très très bien. Le FTP, c'est plutôt pas mal en externalisation. Donc là, j'aurais plutôt mis un jaune plutôt qu'un orange. Mais là, pour le coup, un FTP, ça peut être externalisé. Là, on répond aux critères. La complétude, ça, c'est un petit peu pareil partout. Voilà, là, c'est un peu la même idée. Ça, c'est plutôt du manuel. En termes d'effectivité, effectivement, les services externes comme Kiwi Backup vous permettent d'avoir un suivi, une visualisation, une supervision de vos sauvegardes qui est rapide, efficace et qui vous permet de suivre pour savoir si ça a fonctionné ou pas. Ensuite, un certain nombre de critères techniques en termes de rapidité de sauvegarde et restauration. Voilà, une clé USB, c'est pas forcément très très rapide, même si maintenant avec les nouveaux USB, on arrive à faire les choses assez vite. L'optimisation du stockage, là clairement, quand on copie des fichiers, ça prend la place que ça prend et on profite pas du fait que le fichier est à peu près tout le temps le même d'un jour sur l'autre. Un DOM de base de données ne change pas totalement d'un jour sur l'autre. Mais ça, avec un système manuel, un autre NAS, un FTP, vous pouvez pas en profiter, alors que un système conçu comme le nôtre va faire de la déduplication bloc et donc va aller repérer qu'il y a des morceaux qui sont communs et permet d'optimiser le stockage. Et l'automatisation, dès qu'il y a des interventions manuelles, c'est pas terrible. Voilà, donc un petit rappel sur l'architecture Kiwi Backup. Donc nous, on a une plateforme de sauvegarde. Donc on fournit un agent de sauvegarde qu'on peut installer sur différents types de machines, y compris évidemment des NAS, sinon on n'en parlerait pas aujourd'hui. Et les données sont externalisées, donc sorties de votre contexte en rouge ici, et stockées sur une plateforme externalisée, répliquée, avec 2 data centers différents, à plus de 150 km, etc. Et donc, cette sauvegarde-là, elle est totalement immuable et vous n'avez aucun moyen d'aller modifier une sauvegarde. Vous pouvez rajouter des sauvegardes, mais pas modifier de sauvegarde. Donc, si on reprend un peu les différents préjugés,
par rapport à la bande passante, notamment, on a un système qui est vraiment optimisé pour économiser la bande passante avec de la déduplication de fichiers, la déduplication bloc à la source. Donc, un fichier qui est déjà présent dans le cloud quelque part ne sera pas retransmis. Donc, ça permet d'aller vraiment très vite, de consommer très très peu de bande passante. Et nous, notre indicateur, c'est le ratio de sauvegarde. Ce qu'on appelle le ratio, c'est le volume transféré par rapport au volume sauvegardé. Et aujourd'hui, on est en général en dessous de 1%. Donc, si vous avez 1 Tera de données à sauvegarder, ça fait moins de 10 gigas à transférer. Et 10 gigas, c'est 3 minutes avec une fibre. Donc la vitesse de transfert, c'est plus un sujet. Ces optimisations-là améliorent évidemment aussi la vitesse de sauvegarde, la fenêtre de sauvegarde, gère les gros fichiers avec un système de découpage intelligent et 100% sécurisé grâce aux 2 data centers, grâce à tous les avantages qu'on a vus précédemment. Donc juste des critères un petit peu plus institutionnels. Donc déjà, on est 100% français, on est basé à Mulhouse, on développe en France, on héberge en France et il n'y a rien dans notre système qui vient d'autres d'autres pays. Voilà, donc c'est pas qu'on veut être que français, mais en tout cas, on n'est pas soumis notamment aux législations américaines et autres choses dans ce genre-là. Donc on a une petite équipe et on accompagne nos clients de manière individuelle. On a également une certification HDS, donc ça c'est un point important, donc qui nous permet de sauvegarder les données de santé de nos clients. Donc avec notre service, vous pouvez profiter de cette certification et sauvegarder des médecins, des radiologues, etc., etc. Évidemment, on respecte le RGPD comme tout le monde. Voilà, le système est entièrement chiffré. Surtout, vous avez un tableau de bord de suivi pour vérifier l'effectivité des sauvegardes, une authentification forte et un historique, je l'ai déjà dit tout à l'heure, de 90 ou 365 jours. Pardon. Donc, on a 2 offres aujourd'hui, une sauvegarde Kiwi Cloud, donc qui est ISO 27001, qui fonctionne sur Windows, sur Mac, sur Linux, sur Synology, sur QNAP, mais également aussi ce qu'on appelle le Cloud to Cloud, nous permet d'aller sauvegarder du Office 365 et du Google Workspace, plus 2-3 autres protocoles un peu abscons dont je vous fais grâce. Mais du coup, le Cloud to Cloud, c'est Kiwi qui va chercher les données directement sur le cloud sans passer par une installation locale. Donc ça peut être très utile, notamment pour sauvegarder ses mails, ses OneDrive, etc., etc. On a également une déclinaison Kiwi Santé, donc qui fonctionne avec la même technologie, mais certifiée HDS. Donc il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est la certification HDS pour Kiwi Santé. Alors, je vais passer la main maintenant à Morgane, à moins qu'il y ait des questions sur cette partie-là. Je vois pas de questions, a priori. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou si elles vous viennent entre-temps, n'hésitez pas à les poser pendant que Morgane parle. Et puis, je vais laisser Morgane faire une petite démonstration. Alors, pourquoi on fait une démo? C'est essentiellement pour vous montrer un peu que c'est un outil très, très simple à mettre en place. Et Morgane va vous montrer ça. À toi l'honneur. Alors, il faut que je partage la bonne fenêtre. Donc, du coup, on va déjà développer les choses en 2 façons. C'est-à-dire qu'on va d'abord présenter la partie installation, et puis je reviendrai un petit peu plus sur l'utilisation, parce qu'il y en a un qui est un petit peu plus simple à installer que d'autres. Et du coup, je vais commencer par le simple pour passer sur le compliqué, qui lui nécessite que je vous montre 2-3 petits détails supplémentaires. Et ensuite, on parlera de 2-3 petits trucs en plus aussi. Donc la présentation va switcher sur 2 éléments. Pour l'instant, on va commencer par l'installation sur un QNAP. Donc normalement, là, vous devriez voir la fenêtre. Je regarde juste si c'est bien le cas. Donc là, on est sur une interface QNAP. Donc là, c'est une version QNAP Cloud, mais voilà, c'est le même principe sur un QNAP physique.
Donc l'installation, elle va se faire via un paquet que vous allez pouvoir télécharger sur notre site. Donc il se décline en 3 paquets selon l'architecture sur laquelle vous êtes. Donc si vous êtes sur de l'ARM, ben, il faut prendre de l'ARM. Donc ça va dépendre de quelle version de QNAP, enfin de quelle version de quel QNAP vous avez acheté. Voilà, donc ça sera effectivement l'information se trouvera probablement dans les informations du QNAP, mais aussi probablement sur la boîte du QNAP. Donc pour l'installer, vous vous retournez sur l'App Center et une fois que vous êtes sur l'App Center, simplement faire une installation manuelle avec le petit bouton qui est au-dessus. Vous parcourez jusqu'à trouver votre dossier en question, enfin votre fichier en question. Donc là, ici, on est sur une installation compatible sur du 64 bits avec une architecture standard. Donc c'est pas de l'ARM. On choisit le paquet, on fait installation, on fait OK. Et puis on valide parce que bien sûr, on passe pas par le store et c'est tout. Voilà, donc là, l'installation sur le QNAP, il n'y a rien d'autre de particulier à faire. Vous lui spécifiez juste le paquet et vous allez vous retrouver, une fois que cette installation est terminée, avec un raccourci Kiwi Backup qui sera disponible et vous pourrez passer à la partie configuration. Donc là, volontairement, j'abrège un petit peu la partie QNAP, mais donc vous pouvez voir qu'ici, vous avez un bouton Kiwi. Quand vous faites ouvrir, ça vous ouvre un nouvel onglet dans votre navigateur qui va tomber sur la page de configuration de notre logiciel. Donc, je ne vais pas dessus parce je vais vous montrer exactement la même chose sur la partie Synology. Donc, pour la phase d'installation, en tout cas, vous n'avez rien de particulier à faire. Vous rajoutez le paquet et vous faites suivant, suivant, suivant. Voilà, donc là, je vais switcher sur l'autre fenêtre, du coup. Ouais, il ne me propose pas de partager tout mon Chrome, je ne sais pas pourquoi. Sinon, bien sûr, je vous aurais partagé. Ah, bah ça y est, j'ai peut-être plus de chance maintenant. Et voilà, bah c'est parfait. Du coup, je vais pouvoir arrêter de switcher. Donc, cette fois-ci, nous allons passer à la partie QNAP. Donc, la différence avec la partie Synology pour QNAP, c'est que bah, déjà, il y a énormément plus de versions de QNAP différentes et que du coup, c'est un peu plus compliqué de gérer ça avec le téléchargement de 3 paquets. Donc en fait là on a un dépôt qui n'est pas le dépôt officiel, qui est un dépôt custom qui va vous mettre à disposition en fonction du NAS Synology que vous utilisez directement la bonne version. Donc il n'y a pas besoin de réfléchir à quelle version vous devez prendre. Il suffit juste de déclarer en amont le bon dépôt et d'aller dans la gestion des paquets installer le logiciel. Donc, si jamais, une fois que vous avez mis le dépôt, notre logiciel n'apparaît pas, ce qui est possible, c'est que vous êtes sur un NAS Synology qui n'est pas encore géré par nous. Alors, il suffit de nous informer et de nous donner les specs de votre Synology, et puis on vous fera un paquet qui sera adapté Oui, pour aujourd'hui, je votre crois NAS. qu'on en a 26 ou 30 versions Ouais, en fonction on en de. a pas, on en a pas mal et je pense qu'on couvre une grosse partie en tout cas des Synology qui sont sur le réseau professionnel. Maintenant, il y a probablement des vieux trucs qui n'ont plus lieu d'être et éventuellement des nouveaux qu'on ne connaît pas encore. Donc forcément, au fur et à mesure, il faut nous faire remonter l'info si vous avez un nouveau Synology qu'on n'a pas. Voilà, donc là, pour faire ça, on pourrait aussi installer le paquet via une installation manuelle, comme on a vu sur QNAP. Mais là, en fait, la solution préconisée, c'est d'aller dans la partie paramètres et de choisir une source de paquet. Donc là, en fait, vous allez ajouter le dépôt de Kiwi Backup. Donc, vous faites ajouter, vous lui donnez un petit nom, donc voilà, on va l'appeler Kiwi, et on va lui préciser l'adresse. Donc, c'est sino.kiwi-backup. Donc ça, éventuellement, si vous en souvenez pas, c'est pas trop grave. Normalement, sur notre site, il y a un lien qui pointe sur la documentation et dans la documentation, vous aurez le lien vers le dépôt. Donc une fois qu'il est rajouté, donc là on attend un petit peu. Normalement, il devrait assez vite nous valider. Les joies de la démo. Voilà. L'ajout du paquet se fera également. Donc là, vous avez vu qu'ici, c'est rajouté, mais ici, on peut voir aussi qu'il y a un onglet communauté qui est apparu. Donc l'onglet communauté, c'est simplement pour nous dire que il y a un dépôt communauté qui vient de se rajouter. Donc là, on va juste attendre un petit peu. Donc c'est normal,
il scanne normalement l'ensemble des paquets disponibles. Voilà, donc une fois qu'il a fini de scanner et qu'il a trouvé un paquet compatible, il vous l'affiche. Et là, simplement, vous cliquez sur installer. Donc on attend quelques secondes. Donc là, j'en profite pendant que l'installation se fait pour vous parler de la mise à jour du paquet. Donc sur QNAP, la mise à jour, elle est automatique. Par contre, sur Synology, étant donné qu'on passe par un dépôt, il faudra de temps en temps penser à aller dans la gestion des paquets et en fait, vous verrez que ils vous proposeront, enfin, Synology vous proposera de mettre à jour l'application. Il faudra simplement cliquer sur mettre à jour l'application. Et Voilà, pour répondre à la question, effectivement, on est compatible DSM6 et DSM7. c'est ça. Alors, du coup, une fois que c'est installé, vous avez le bouton ouvrir. Donc voilà. Et du coup, normalement, je vérifie juste que ça switche bien. Ça switche bien. Donc du coup, voilà. Là, on tombe sur la page de configuration de la sauvegarde. Donc, si on revient sur le QNAP de tout à l'heure, c'est pareil. Si on double-clique sur le raccourci, on va avoir une fenêtre similaire qui va s'ouvrir. Du coup, on va se retrouver un peu sur une configuration comme on a l'habitude de voir sur notre logiciel qui est installé sur les postes. Donc avec une page d'accueil qui va vous demander des éléments d'enregistrement pour enregistrer vos NAS dedans. Enfin, pour enregistrer votre NAS sur la partie cloud chez nous. Donc un nom de machine, donc ça laisse le choix à l'utilisateur. Donc on va l'appeler Synology par exemple, puisque là on est sur le NAS Synology. On va lui renseigner une clé de contrat. Donc la clé de contrat, c'est quelque chose qui se récupère sur l'admin de Kiwi. Donc là, on va basculer sur ma petite plateforme de test, enfin de test de démo, et on va récupérer la petite clé de contrat qui va bien. Paf, c'est celle-ci. Voilà. Hop. Donc, on met notre clé de contrat. Ici, vous avez une petite flèche pour l'adresse serveur. Alors, étant donné que il n'y a pas de client Synology ou QNAP spécifique à la plateforme santé, c'est important de savoir que vous pouvez, en déroulant cette flèche, modifier l'adresse de serveur. Par défaut, ce qui est rempli ici, c'est l'adresse de notre plateforme cloud. Mais vous pouvez aussi très bien sauvegarder sur santé. Il faudra juste penser à changer l'adresse qui est ici. Voilà, donc là, normalement, avec ces 3 éléments-là, on va pouvoir procéder à l'enregistrement de la machine. Donc on pourrait faire exactement la même chose pour le QNAP, hein. Alors pour le QNAP et le Synology, il y a une petite différence. Sur le QNAP, une fois que vous avez installé le paquet, il n'y a pas d'éléments particuliers à faire en plus, pas d'autorisation de droit à faire. Sur Synology, il faudra penser à le faire en amont avant de pouvoir sauvegarder vos dossiers. En fait, quand vous allez aller dans la partie configuration de la sauvegarde, vous allez choisir les éléments que vous voulez rajouter. Il va falloir que vous autorisiez l'utilisateur Kiwi à pouvoir rentrer dans vos différents volumes. Donc pour ce faire, je vous montre simplement, vous vous rendez dans votre File Station. Ici, vous repérez les volumes qui vous intéressent. Donc par exemple ici, le volume Kiwi. Vous lui faites paramètres. Et ici, dans paramètres, vous avez une partie, et c'est moi qui fais n'importe quoi. Je ne suis pas au bon endroit. Je ne suis pas au bon endroit. Je suis pas au bon endroit. Non, il faut que vous alliez ici, pardon. Donc dossier partagé. Voilà. Donc on recherche notre volume Kiwi, on fait modifier, et ici vous avez les permissions. Et dans ce cas-là, il faut que vous alliez dans les permissions d'utilisateur système ou interne. Et là, vous allez trouver un utilisateur Kiwi Backup. Et simplement, il faudra lui donner les droits d'accès en lecture et en écriture. Alors pourquoi lecture et écriture? Alors lecture parce que quand vous allez vouloir sauvegarder, il faut bien qu'on puisse les lire. Et écriture, si vous souhaitez restaurer sur le NAS, il faut qu'à un moment vous puissiez écrire aussi dedans. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, normalement, vous pouvez retourner à votre configuration et vous pouvez sélectionner dans votre volume les éléments que vous souhaitez sauvegarder. Donc là, ici, si je vais dans Kiwi, je devrais être capable de pouvoir dérouler. Et puis ici, j'ai des vieux dumps, par exemple, que je suis capable de sauvegarder si je le souhaite. Donc vous cochez en fait ce qui vous intéresse, et quand vous le cochez, ça apparaît ici à droite. Donc ça veut dire que vous avez bien décidé de prendre en compte l'ensemble de ce dossier. Donc là, volontairement, je ne vais pas sauvegarder tout ce dossier-là, parce que je crois, sans dire de bêtises, que c'est des gros dumps. Donc là, juste un fichier, c'est 61 gigas. Donc je ne vais pas le sauvegarder parce que je n'ai pas l'intérêt. Voilà, l'idée, c'est qu'une fois que vous avez configuré les éléments ici à gauche et que vous avez paramétré une heure, ensuite, vous avez terminé. Normalement, votre logiciel va pouvoir faire de la sauvegarde
en automatique. Pour la partie QNAP, on va quand même l'ouvrir juste pour voir, mais c'est sensiblement la même chose. Vous allez renseigner 2-3 petites infos. Une clé de contrat, donc là, on va récupérer notre petite clé de contrat à nouveau. Voilà, on enregistre la machine. Vous avez une partie sauvegarde, donc là, pas de configuration particulière à faire. Vous pouvez directement sauvegarder tout ce qui est normalement sur votre NAS. Donc là, par exemple, on peut prendre le dossier ETC qui est un dossier de configuration, faire un calcul. Donc là, il nous indique que ce dossier représente 6 MO et qu'on en a pour 1326 fichiers. Voilà, donc là, même paramètres, vous avez les paramètres de date et heure et vous pouvez lancer une sauvegarde. Donc simplement, terme manuel comme ceci. Et une fois qu'elle est au bout, voilà, il vous indique qu'elle est OK. Dans les restaurations, si vous souhaitez faire une restauration, donc que ce soit sur Synology ou sur QNAP, c'est le même principe. Vous avez, une fois que vous avez fait un premier backup, dans le cas ici, on n'en a fait qu'un, une date qui apparaît, qui correspond à la date de votre première sauvegarde, que vous allez pouvoir dérouler et où vous allez retrouver l'ensemble des éléments qui sont sauvegardés dans ce que vous avez inclus à la sauvegarde. Donc là, par exemple, si on souhaite restaurer un fichier de configuration, je ne sais pas le fichier qui est là, on le coche, il se retrouve ici à droite, et là, vous choisissez l'endroit où vous souhaitez le restaurer. Donc 2 choix s'offrent à vous, soit de le restaurer en lieu et place. Donc là, en cochant la case qui est ici, il faudra faire bien attention parce que ça écrase le fichier d'origine, et sinon, le restaurer sur un autre chemin. Donc par exemple, ici, dans le TMP. Donc là, on va faire un petit exemple. Je fais une restauration dans le TMP. Là, il m'a dit restore OK, donc là, a priori, il a déjà fini. Alors, je ne peux pas vous partager l'intérieur du NAS directement, mais je peux vous le montrer ici. Normalement, on devrait voir dans notre dossier TMP un dossier ETC qui s'est créé avec notre fichier drbdconf qu'on vient de restaurer à l'instant. Donc voilà. C'est pas plus compliqué que ça. C'est exactement le même principe que sur la version Windows pour ceux qui ont déjà utilisé. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez aussi la possibilité de restaurer vos données depuis l'admin. Donc là, par exemple, on va retourner. Morgane, juste avant, est-ce que tu peux montrer les paramètres avancés? Il y a une question Oui, de oui, Damien oui, je qui peux. voudrait voir ce qu'il y a dedans. Les paramètres avancés. Donc les paramètres avancés sur NAS sont assez simples, hein. Vous avez une limitation de la bande passante et vous avez la possibilité de faire une sauvegarde spécifique par extension. C'est-à-dire que si vous souhaitez sauvegarder que, je ne sais pas, pour X raison, que des PDF et des fichiers XLSX, par exemple, il faudra rajouter ici point C'est .xlsx très et très point. fortement découragé d'utiliser cette fonctionnalité. Voilà, c'est très découragé d'utiliser cette fonctionnalité, comme disait Sébastien, car en fait, du coup, si vous faites ça, effectivement, tout autre fichier ne pourra pas être sauvegardé. Ce sera uniquement ce que vous mettez dans les inclusions ici. C'est pour ça qu'on l'a mis dans paramètres avancés. Bon, un Euh, petit exemple, si vous aviez fait ça avant le passage de .doc en .docx, bah, tous les nouveaux utilisateurs auraient créé des c'est ça. docx, enregistrent des fichiers très importants et puis en fait vous les sauvegardez pas. Donc voilà, on nous a demandé ça, j'ai résisté longtemps, j'ai fini par craquer, mais je On, on va, recommande d'utiliser. Il y a vraiment quelques cas d'usage très très spécifiques pour utiliser ça. Ouais, c'est un petit peu le pan opposé en fait de l'option que vous avez ici, qui vous permet de faire des exclusions. Donc bah, c'est un peu l'inverse. Là, ici dans ce champ-là, vous allez dire je ne veux pas de .mp3 par exemple. Et là, c'est l'inverse, c'est je veux absolument que des .mp3. Voilà, donc c'est un peu ce principe-là. Vous avez des petites options avancées comme les exclusions ici. Après, sur NAS, on a beaucoup moins d'options avancées que sur Windows parce que en fait, c'est un peu moins permissif aussi. On n'a pas mis d'option d'extinction du NAS, par exemple, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Un NAS, ça doit rester allumé tout le temps. Mais voilà, bien sûr, sur Windows, vous avez beaucoup plus d'options dans la partie paramètres avancés. Voilà, donc ça c'est tout pour les interfaces directement lancées depuis le NAS. Après, comme je vous expliquais, vous allez retrouver vos sauvegardes sur notre interface d'admin. Donc là, je reviens sur notre accueil. Donc voilà, ça c'est l'accueil de notre interface d'admin. Vous allez retrouver les différentes sauvegardes que vous avez
sur l'ensemble de vos clients. Donc que ce soit des sauvegardes Linux, Windows ou des sauvegardes NAS comme les 3 machines qui sont ici. Donc on peut retrouver la machine qu'on a enregistrée tout à l'heure, la QNAP. On peut retrouver la machine Synology aussi que j'ai enregistrée tout à l'heure et une autre machine qui avait été enregistrée en amont pour vous montrer aussi 2-3 petits exemples de restauration sur la partie admin. Donc ça, c'est notre salle de contrôle. En un coup d'œil, vous allez pouvoir voir un peu ce qui se passe sur votre plateforme. Il y a un code couleur. Donc là, j'ai pas de machine en rouge parce qu'elles font toutes leurs backups, sauf celle qui est ici. Mais comme vous pouvez le voir, elle n'est pas affichée en rouge, elle est affichée en bleu. Je vous expliquerai pourquoi dans 5 secondes. Donc normalement, le code couleur, il évolue du vert au rouge avec des teintes de vert plus ou moins foncé et des teintes qui virent au orange avant de virer au rouge. Donc ça, c'est en fonction du temps, du nombre de jours que vous n'avez pas eu de sauvegarde dessus. Vous allez recevoir un mail au bout de 40 heures de non-backup pour vous indiquer qu'une sauvegarde ne fonctionne plus. Pourquoi 40 heures Parce que on a voulu un petit peu réduire la fenêtre par rapport au week-end où bien souvent une bonne partie de nos clients, leur poste ne sauvegarde pas le week-end. Donc c'est pour éviter qu'il y ait un envoi massif d'alertes qui ne sont pas forcément désirés chez nos clients. Voilà. Le code couleur, comme je vous disais, il peut aller jusqu'au rouge. Théoriquement, la machine qui est bleue ici devrait être rouge, sauf que là, elle est bleue parce qu'elle est gelée. Gelée, c'est juste un mécanisme qui a été mis en place pour visuellement vous indiquer que cette machine, effectivement, ne sauvegarde plus, qu'on est conscient qu'elle ne sauvegarde plus, mais pour X raisons, on est obligé de la conserver, cette machine, parce que peut-être qu'un jour, on aura besoin de restaurer ces données-là. Voilà. Donc, quand vous gelez la machine, vous ne recevez plus d'alerte pour cette machine. Et si votre machine re-sauvegarde, entre-temps, elle va repasser au vert et elle sera dégelée. Voilà. Donc, ensuite, on va aller regarder ce qui s'est passé dans notre contrat où on a enregistré les machines tout à l'heure. Tac. Donc le contrat NAS, et ici en fait on va retrouver les 3 machines qu'on a pu voir dans la salle de contrôle. Donc la machine QNAP et la machine Synology qu'on a enregistrée tout à l'heure, la machine Synology avec laquelle nous n'avons pas encore fait de sauvegarde, la machine QNAP avec laquelle on a fait un backup, et puis la machine DS118 qui est un autre QNAP avec laquelle on a fait quelques petites sauvegardes. On a une petite sauvegarde d'1 giga. Et donc moi, ce que je voulais vous montrer aussi, et c'est un des derniers pans qui peut être intéressant de savoir, c'est que vous avez la possibilité de faire la restauration, en plus de celle qu'on a vue tout à l'heure directement sur le NAS, de faire la restauration depuis l'admin. Donc ça va se faire depuis la partie restaurée qui est ici. Donc quand vous cliquez dessus, vous allez vous retrouver pareil avec une liste de dates et d'heures que vous allez pouvoir dérouler comme sur l'interface que nous avons vue tout à l'heure. Et du coup, on va pouvoir sélectionner ce qui nous intéresse. Par exemple, ici, je voudrais récupérer le README et le rapport 2022 DocX. Je les sélectionne, je clique sur valider. La page me redirige du coup sur une page de restauration. Donc là, on voit que précédemment, on a eu une restauration de type local où on a restauré dans le TMP. Et ici, on voit qu'on est en train de faire une restauration où là, on souhaite restaurer ces 2 fichiers-là. Donc normalement, il y a un paramètre qui fait que quand la sauvegarde est terminée, la restauration est terminée, vous recevez un mail pour vous l'indiquer. Là, j'ai volontairement actualisé la page pour que vous puissiez voir. Une fois que la resto est terminée, vous avez un bouton télécharger. Quand vous cliquez dessus, du coup, ça vous fait télécharger une archive en tar.gz qu'il faudra simplement décompresser sur le poste pour pouvoir récupérer vos 2 fichiers à l'intérieur. Voilà, c'est tout pour la petite présentation de comment fonctionne Kiwi sur les NAS. Donc, comme vous avez pu voir, c'est assez simple d'utilisation et c'est aussi un de nos points forts, c'est qu'il n'y a pas de complexité à rallonge. Enfin, le but, c'est que ça soit simple, efficace et que quand vous êtes dans une situation où vous devez faire une restauration, vous puissiez avoir plusieurs cordes à votre arc pour faire ça dans de bonnes conditions et de façon simple. Voilà. Merci Morgane. Merci à vous. J'arrête le partage du coup. Voilà, j'ai répondu un petit peu aux questions à droite à gauche, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà. Donc, et après, évidemment, si vous êtes intéressé par le sujet, n'hésitez pas à contacter Stéphanie, dont les coordonnées sont là, qui se fera un plaisir de vous répondre. Et s'il y a des sujets techniques, Morgane ou moi, pas de problème. Donc, c'est un service cloud en ligne, donc ça c'est très très rapide à mettre en place.
en moins d'une heure, vous pouvez avoir un compte, vous pouvez ouvrir un compte de démo sur notre site internet pour pouvoir jouer avec. Les agents sont tous inclus dans la solution. Il n'y a pas d'option, il n'y a pas de frais supplémentaires pour le Synology ou le NAS ou un serveur, etc. C'est tout inclus. Et il vous faut juste un compte sur notre cloud et vous pouvez déployer sur n'importe quel type de paramètres, y compris le cloud to cloud. Alors, on peut sauvegarder des machines entières. Vous cochez tout le répertoire, en fait, le volume complet du NAS, et puis vous aurez un backup de l'ensemble. Là, on a fait évidemment pour la démo des petits volumes pour que ça soit rapide à montrer, mais on a des gens qui sauvegardent plusieurs terras de données sans souci. Et pour répondre à la question de Monsieur Fatom, oui, vous pouvez regrouper un peu tout. Donc Stéphanie a répondu, mais vous pouvez aussi regrouper dans votre contrat non seulement des sauvegardes de type installées sur des postes ou sur des NAS, mais vous pouvez aussi y intégrer vos sauvegardes cloud. Donc, vous pouvez avoir un contrat pour votre client qui contient l'ensemble de ces sauvegardes, que ce soit ces données qui sont sur un cloud Microsoft et ces machines locales. Voilà, tout est possible dans un contrat, vous pouvez tout mettre. Donc Stéphanie va vous envoyer une grille tarifaire, il n'y a pas de souci. Juste un dernier point, on m'a demandé de vous dire de vous abonner sur notre page LinkedIn pour avoir les différents prochains webinars, notamment où on communique toute notre actualité, les mises à jour, les nouveautés, les commentaires sur l'actualité cyber en général. Et puis, on annonce aussi les prochains webinars. Donc, il y a une page LinkedIn Kiwi Backup, voilà, que vous pouvez retrouver assez facilement sur LinkedIn. Alors, la question de Monsieur Fatom, vous parlez des scripts en début et en fin de backup, c'est ça? Théoriquement, c'est possible. Actuellement, le module n'est pas activé sur les NAS. Faut voir s'il y a de la demande, on peut éventuellement rajouter ce module en plus pour permettre l'option. Ça veut dire qu'il faut que le script il tourne sur le NAS, hein, donc il faut un Ouais. script en Linux, un bash ou quelque chose. Mais il n'y a rien actuellement je l'ai pas activé parce que justement c'est un peu complexe. Mais on peut tout à fait activer ce module-là, il n'y a pas de souci. Ben, merci à tous. Donc, on va s'arrêter là. S'il y a d'autres questions, évidemment, vous nous contactez par tout moyen qui vous sied. Et merci et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Et voilà. À bientôt.